Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons enfin après de longs mois de silence. Ce n'est pas que je vous avais oublié, mais de nombreux problèmes personnels, un enchaînement de maladies assez bénignes, mais qui quand même m'ont ôté la voix pendant un certain temps, puis ensuite l'énergie, le travail, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ceci fait que je n'ai pas pu me consacrer à nouveau à cette série de vidéos sur l'Italie de la Première Guerre mondiale. Mais nous allons heureusement en cette fin d'année 2015, alors qu'on est en pleine, vous savez, série de centenaires sur cette Première Guerre mondiale, revenir sur l'Italie et son premier conflit mondial. Alors nous avions vu jusque-là une longue introduction, vous vous souvenez, et nous étions arrêtés en 1915. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'Italie, souvenez-vous, était entrée en guerre avec l'espoir d'en finir rapidement avec son adversaire principal, donc l'Autriche-Hongrie, avec l'idée que celle-ci était déjà engagée contre la Serbie, contre la Russie, et qu'un dernier coup de boutoir sur un front qui était encore non existant, donc sur un endroit qui était encore calme, allait pouvoir la sortir de la guerre et remporter ensuite une paix avantageuse pour le jeune royaume italien. Mais nous avions vu que tout ceci avait été mal préparé, que l'offensive après la déclaration de guerre avait été très longue à mettre en place, et donc c'était finalement soldé par un échec. Et cette guerre, comme sur le front français, s'était très rapidement muée en combat de position. Et contrairement à la Champagne, contrairement à la région de Verdun, etc., eh bien nous sommes là en bonne partie dans les Alpes, à part la fin de ce front qui était, vous savez, près de la mer, près de Venise, etc. Eh bien là, nous étions essentiellement dans une guerre de montagne qui compliquait encore plus la situation. Donc évidemment, après ce coup d'arrêt initial, il ne faudrait pas penser que les Italiens n'ont rien fait. En fait, les dirigeants du pays se sont rendus compte que la guerre, elle aussi, allait se transformer en guerre longue, qui allait durer, et donc dès l'hiver 1915, la décision 1915-1916, vous savez l'hiver est à cheval sur 2 années, eh bien la décision est prise d'augmenter les moyens militaires et de passer à une économie de guerre. Donc on augmente le nombre de divisions, les Italiens augmentent le nombre de bataillons alpins, donc les Alpini, c'est l'équivalent un peu, plus ou moins, c'est pas tout à fait la même chose, de nos chasseurs alpins. Leur recrutement est, contrairement au reste de l'armée italienne, je vous renvoie aux premières vidéos régionales, ce sont des soldats qui se connaissent souvent entre eux, qui viennent parfois des mêmes vallées, qui savent très bien opérer en milieu alpin, ce qui est donc, pour le cas où nous en sommes, évidemment très précieux. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès la fin de l'année 1916, en fait, 500 000 hommes de plus rejoignent les forces armées par rapport au début des combats. Donc l'armée italienne rentre en guerre avec à peu près 1 million d'hommes sous les drapeaux, et à la fin de l'année 1916, nous sommes à 500 000. Fin 1917, ceux-ci vont passer à 2 millions. Donc par rapport à la démographie italienne, c'est un bel effort qui est fait, et les usines italiennes commencent à tourner de manière un peu plus rationnelle. Un effort est fait sur l'artillerie. Je vous avais expliqué que les Italiens manquent cruellement d'artillerie, notamment d'artillerie lourde, qui se révèle excellemment utile, c'est pas très bien dit, mais qui se révèle plutôt très utile, très efficace dans une guerre de position comme cela. Et donc, un effort est fait là-dessus. Également sur les services de santé, car dans cette guerre, c'est aussi quelque chose de très important. Et le tout ce qui est service, tout ce qui est administration, tout ce qui est euh, train, etc. Donc tout ce qui n'est pas non combattant d'ailleurs, durant la première et la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, est appelé à grossir en termes d'effectifs, en termes de moyens, puisque la guerre se fait de plus en plus grâce à des non combattants. Rappelez-vous un chiffre qui est un petit peu au-delà de notre exposé, mais en 1944, quand un Américain débarque sur les plages de Normandie, 4 autres soldats qui eux ne combattent pas lui ont permis de le faire derrière, et on estime aujourd'hui que vous avez à peu près 10 personnes qui permettent à une seule personne de se battre. Donc vous voyez que peu à peu au cours de l'histoire, c'est quelque chose qui augmente. Par contre, ça il faut bien le dire, l'armée italienne continue à manquer d'officiers à l'époque. Mais tout de même, un effort est fait, et donc c'est une armée, on peut le dire, qui est en pleine amélioration et transformation, alors que débute l'année 1916. Mais vous savez, ces choses-là sont longues, on n'entraîne pas un soldat en un claquement de doigts, et même si l'entraînement peut être parfois plus rapide que dans des époques antérieures, par exemple, pour la Première Mondiale, il n'y a plus besoin de charger en 12 temps 18 mouvements comme sous le Premier Empire, on ne manœuvre plus avec des manœuvres compliquées de peloton, de bataillon comme sous le Premier Empire, donc ça va peut-être plus vite, mais à côté, il y a tout un entraînement qui est différent à faire, et on n'est jamais autant vulnérable que lorsque l'armée est en pleine restructuration. Or, les Austro-Hongrois, contre toute attente, en cette année 1916, vont lancer à leur tour une très grande offensive. Eh bien, pourquoi je dis contre toute attente? Parce que
Rappelez-vous que les observateurs internationaux, et ce qu'on avait dit la dernière fois, s'accordaient à penser que l'Autriche-Hongrie allait tôt ou tard s'écrouler. Bon, je ne vous reviens pas sur toute l'histoire de l'Autriche-Hongrie, mais comme son l'indique, c'est à la fois un empire et un royaume, l'empire d'Autriche et le royaume de Hongrie. L'empereur, c'est encore le vieux François-Joseph, hein, le fameux mari de Sissi, qui a dû faire un compromis en 1867. Je vous renvoie aux articles que j'ai fait sur cette question-là sur mon site. Donc, il a dû faire un compromis avec les Hongrois, qui constituent une part très importante de cette double monarchie, qui compte également des Italiens, qui compte des Roumains, qui compte des Rutènes, ça veut dire des Ukrainiens, qui compte des populations slaves, des Autrichiens bien sûr qui sont eux plutôt allemands. Donc c'est un empire qui est multiethnique et que l'on estimait, on pensait qu'il n'allait plus tarder à disparaître, qu'il n'allait plus vivre très longtemps. Alors en fait, cette déliquescence n'est arrivée que dans les toutes dernières semaines de la guerre, donc c'est un corps malade qui a plutôt bien résisté, mais à l'époque on pensait qu'il n'allait pas tenir très longtemps. Pourtant, peu à peu il a réussi à repousser les Serbes, à vaincre avec l'aide des Allemands les Russes, même s'ils ne sont pas encore hors jeu. L'économie austro-hongroise, elle aussi, est en passe de se mobiliser pour la production de guerre. Bref, les ressources austro-hongroises s'améliorent en 1915-1916 et le haut commandement, qui est représenté par le général von Otzendorf, estime qu'il doit lancer une offensive pour en finir avec l'un des trois fronts. Pourquoi? Eh bien parce que ces ressources, je dis qu'elles étaient en train de s'améliorer, mais ne sont pas illimitées, et les dirigeants austro-hongrois eux-mêmes savent très bien que la guerre ne doit pas durer trop longtemps pour la double monarchie, à cause notamment des ferments de division que je viens de dire. Amalgamer tous ces peuples différents dans une seule armée, vous imaginez bien avec les coutumes différentes, avec les langues, même si officiellement l'allemand est une langue de commandement très importante, mais avec les langues, les coutumes très différentes, avec des objectifs qui étaient partagés entre les Balkans, entre la Russie, entre l'Italie, c'était quand même pas quelque chose de simple. Et les Austro-Hongrois veulent en finir avec l'un de leurs adversaires pour ensuite retourner leurs forces sur les autres fronts. N'oublions pas non plus que l'Autriche-Hongrie envoie des forces en France pour combattre avec les Allemands. Ça c'est quelque chose que l'on sait assez peu, mais vous avez des Austro-Hongrois qui se sont aussi battus sur le front ouest. Hein. Donc c'est un pays, un empire qui est quand même engagé dans divers combats en même temps, et ce n'est pas simple. Donc son idée est plutôt audacieuse. Le commandement austro-hongrois met au point un plan d'attaque qu'il appelle la Strafexpedition. Vous excuserez la prononciation en allemand, qui est sans doute catastrophique, mais l'idée c'est que ça veut dire expédition punitive. Donc punitif pour punir les Italiens, vous l'avez bien compris, c'est tout un programme, tout est dit dans ce nom d'expédition. Donc ils veulent attaquer, non pas sur le front de l'Isonzo, donc je vous renvoie aux cartes qui ont déjà passé lors des vidéos et que je vais remettre pour celle-ci, pour bien visualiser ce qui se passe. Donc ils ne décident pas d'attaquer sur ce front de l'Isonzo, qui est le plus important de cette guerre, mais en plein dans la chaîne des Alpes, par le Trentin, par les vallées des Alpes. Pourquoi? Eh bien parce que les Italiens ne s'attendront pas, c'est un terrain qui est très difficile, où les forces sont plutôt minimes, parce que les troupes sont concentrées principalement sur l'Isonzo, mais en cas de percée, c'est plutôt finement joué de la part des Austro-Hongrois, c'est tout le reste de l'armée italienne qui serait pris à revers et écrasé, alors que les troupes austro-hongroises se déverseraient dans la plaine de Venise, la plaine vénète. C'est donc, sur le papier, un très bon plan. Alors pourtant, là encore, les Austro-Hongrois ne sont pas non plus sans manquer de ressources, sans avoir des problèmes. La mise au point de l'opération est retardée pour divers soucis que je n'évoquerai pas, mais le commandement austro-hongrois est rapidement contraint à revoir cet objectif à la baisse. Il estime que s'il peut déjà remporter un succès local, ça sera bien, mais qu'il ne faut pas laisser les Italiens se renforcer dans notre secteur et attaquer. Il veut prendre les devants, et s'il peut réussir à percer, ça sera bien. S'il emploie déjà ses forces à gagner un succès local, ce sera déjà bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Allemands qui ont été appelés à l'aide se concentrent au même moment sur l'attaque à venir de Verdun. Hein. Vous connaissez tous Verdun, je ne vais pas insister là-dessus, c'est quand même une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale, c'est pas une légende. Les Allemands y ont concentré des forces très importantes, donc ils ne peuvent pas venir en aide, pour l'instant, à leurs alliés austro-hongrois. Donc, une offensive qui sur le papier est très importante, qui est rapidement minorée, mais qui tout de même va, on va le voir, gêner gravement les Italiens. Alors en face, qu'ont-ils fait eux? Eh bien on a dit qu'ils s'étaient renforcés, mais après les insuccès de 1915, ils sont restés sur la défensive. Le gros de leur force est bel et bien concentré dans le front de l'Isonzo, où les combats sont restés minimes, mais où une action d'envergure est aussi prévue par le commandement italien. Donc, récapitulons, parce qu'il faut qu'on jongle entre deux fronts, c'est pas forcément si simple que ça, mais je répète, le front principal est donc près de la Slovénie, sur l'Isonzo. Les Italiens
en 1915-1916, ils concentrent le gros de leurs forces, ils espèrent pouvoir percer une nouvelle fois. Au même moment, les Austro-Hongrois ramènent des troupes pris un peu dans tous les secteurs, en plein dans les Alpes, pensant à juste titre que la défense en face est minime et qu'ils vont pouvoir percer, au mieux vraiment de manière très importante en emportant tout le front, au pire en faisant des pertes qui seront conséquentes côté italien et en emportant un succès local. Donc on a deux logiques qui sont un peu opposées au même moment. Donc voilà pourquoi la surprise est totale le 15 mai 1916 quand les Austro-Hongrois passent à l'attaque. En fait, les premières lignes italiennes sont trop faibles, elles sont écrasées sous une pluie d'obus, alors que les maigres réserves italiennes sont envoyées sans discernement dans la fournaise. Certains commandants perdent leur sang-froid, abandonnent même leur poste sans combattre. Ah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les troupes austro-hongroises disposent de 14 divisions, ce qui est peut-être minime et qui pour ce front-là, pour ce conflit-là, est quand même assez important. Et surtout, ils ont réussi à concentrer 1200 pièces d'artillerie qui frappent en même temps le front italien et qui l'écrasent sous donc, une pluie de bombes, une pluie d'obus. En face, il n'y a que quelques dizaines voire centaines de pièces. C'est beaucoup trop peu pour réussir à faire des tirs de contre-batterie, c'est-à-dire tirer contre les canons adverses efficaces. Donc, une concentration d'artillerie très importante qui permet d'écraser les premières lignes italiennes et qui laisse augurer une situation extrêmement compliquée, extrêmement préoccupante. Et c'est le cas début juin. Les soldats de la double monarchie, donc double monarchie Autriche-Hongrie, ont réussi à emprunter plusieurs vallées, à écraser leurs adversaires et repousser les Italiens. Ils s'avancent dangereusement vers le sud et le pire reste à craindre. Alors vous imaginez bien, il n'y a pas tellement de suspense en histoire, on sait comment les choses se sont déroulées. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien c'est que cette offensive est un échec. Pourquoi? Eh bien parce que cette fameuse artillerie, vous imaginez bien, je vais refaire passer des photos de canons employés à l'époque. C'est pas léger, les canons pèsent de je ne sais combien de tonnes, ils sont très difficiles à manœuvrer. Et là nous sommes non pas dans la plaine, mais en plein dans les Alpes. Donc en fait tous ces canons qui avaient réussi à être installés sur les lignes de départ ont apporté un soutien qui est massif et qui a permis de l'emporter, on l'a vu. Mais le problème c'est qu'ils sont trop lourds, ils sont trop peu maniables pour être avancés. Et donc ils ne peuvent pas suivre tout simplement le rythme de l'infanterie à cause du terrain. Donc cette infanterie austro-hongroise qui a pu l'emporter, qui a réussi à prendre les premières lignes, ne peut pas avancer plus loin début juin parce que les canons ne peuvent pas les suivre. Alors vous imaginez bien, un canon de l'époque ça peut tirer parfois jusqu'à quelques dizaines de kilomètres. Les canons, j'ai envie de dire de campagne de base entre guillemets, ça ne veut pas dire grand chose, mais les canons de campagne standard comme le 75 français ça tire à une dizaine de kilomètres. Là les Austro-Hongrois ont avancé de 20 voire plus kilomètres, donc ne peuvent pas être soutenus par leurs canons qui peinent à avancer et qui en plus sont frappés d'un manque de munitions. Ça c'est quelque chose qui est courant dans beaucoup de pays pendant la Première Guerre mondiale, c'est parfois un manque de munitions qui est un peu en flux tendu, tout simplement parce qu'il faut énormément de main d'œuvre et de ressources tout simplement pour produire les fameuses munitions. Donc, alors que les troupes avaient réussi à avancer une vingtaine de kilomètres, de franchir les premières lignes italiennes, elles sont bloquées début juin 1916, on va voir ce qui se passe après au milieu du mois. Et en face, les Italiens auraient évidemment réagi. J'avais dit qu'ils avaient concentré leurs propres forces sur le front de l'Isonzo pour attaquer. Donc le général Cadorna n'est pas fou. Ces troupes qui devaient passer à l'offensive sont envoyées dans le secteur du Trentin où l'attaque a lieu et parviennent à colmater les brèches. Enfin, à l'est, les Russes du général Broussilov passent à l'attaque le 4 juin. Donc ça c'est quelque chose qui a été aussi coordonné avec l'état-major français, c'est que les troupes russes ont attaqué massivement à l'est et leurs pertes vont être effroyables pour soulager la pression en fait à Verdun. Ça c'est un camp dont on parle très très peu, le camp russe pendant la Première Guerre mondiale, mais il a subi des pertes effroyables. Les Russes se sont battus avec un manque de moyens chronique encore plus que les autres pays. Donc si c'est un peu une légende que le soldat de la Seconde Guerre mondiale russe parte au combat comme dans Stalingrad avec un fusil pour deux, etc., c'est complètement idiot. Par contre, c'est vrai pour la Première Guerre mondiale. Les Russes ont un nombre impressionnant de soldats sur le papier, mais beaucoup ne peuvent pas être armés. Donc on les envoie pas au combat sans armes, c'est stupide, ça servira à rien. Mais ils sont laissés à l'arrière, où ils patientent entre guillemets, ce qui est encore plus grave pour le moral puisqu'ils sont inoccupés. Mais sur le front même, les Russes manquent cruellement de troupes, et manquent cruellement de troupes entraînées et bien équipées. Donc passent à l'attaque dans des conditions effroyables, où ils chargent sans vraiment trop de discernement.
Mais néanmoins, c'est utile dans le cas précis, puisque cette triple conjonction d'un manque de munitions, de l'artillerie qui est en retard, des troupes italiennes qui sont, elles, reportées sur ce front-là, plus l'attaque des Russes, fait que dès le 16 juin, donc un mois après le début de l'offensive, la Strafe Expédition est un semi-échec. Pourquoi semi-échec? Eh bien parce que des positions ont tout de même été conquises, on l'a vu. Donc le commandement austro-hongrois décide de ne pas s'acharner pour rien. Il se retire de quelques kilomètres. En fait, entre ses positions avancées et celles de départ. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il profite de son ascendant pour choisir la meilleure ligne de défense possible et s'y retirer en bon ordre. Donc il a quand même conquis quelques positions, quelques kilomètres à une dizaine de kilomètres, et a choisi les meilleurs endroits pour se défendre et s'y reporter. Or, les Italiens, à leur tour, décident de profiter de leur force pour faire une contre-offensive et repousser les Austro-Hongrois sur leur ligne de départ, voire plus loin. Mais cet assaut est conduit avec la plus grande impréparation. C'est là que, vous savez, regardez ma biographie, j'ai utilisé le livre de Isniengue et Rocha, La Grande Guerra. Alors, les deux auteurs n'hésitent pas à dire que les échecs de 1915 n'ont apparemment servi à rien, puisque les Italiens ont recommencé leurs erreurs, qui sont d'attaquer sans vraiment préparation, avec un manque de moyens chroniques, des positions bien préparées. Et là, on a vu choisi à l'avance par les Autrichiens, les Austro-Hongrois. Donc, c'est un échec. Les Austro-Hongrois sont retirés sur des bonnes positions, ils les ont bien défendus, et la contre-offensive italienne est un désastre. Donc, au final, en termes de pertes, que s'est-il passé? Eh bien, ces offensives et contre-offensives auront coûté tout de même 148 000 morts et blessés côté italien, et seulement, entre guillemets, parce que ça reste tout de même effroyable, 83 000 pour les Austro-Hongrois, sans compter à chaque fois les deux camps les malades. Donc c'était là le premier grand événement de 1916, une offensive austro-hongroise qui avait voulu l'emporter et mettre fin à la guerre. On a vu que ça n'a pas fonctionné, et il est temps de voir la prochaine fois. Je préférais couper en deux parce que l'autre événement est quand même très important et je serais un petit peu fait un mélange entre les deux. Eh bien, il est temps de voir que ces fameuses troupes italiennes qui avaient été concentrées par Cadorna, qui ont servi à repousser les Autrichiens, vont être employées à nouveau pour le premier, enfin, si certains pourront dire, le premier vrai grand succès italien de cette guerre, c'est la prise de Gorizia. C'est quelque chose que l'on verra. En plus, j'ai été moi-même physiquement dans le secteur et pris des photos en divers musées que vous pouvez déjà voir sur cette vidéo et sur les précédentes. Donc, on a vu que l'année 1915 a été un échec initial, qu'en 1916, l'Austro-Hongrois essaie de lancer une grande offensive qui, à son tour, est arrêtée malgré un demi-succès, et que celle-ci se poursuit avec une offensive italienne réussie. Alors, qu'est-ce qui va nous occuper après? Je ferai une dernière vidéo, enfin, quelques dernières vidéos, une sur l'année 1917 avec le désastre de Caporetto, et une dernière sur 1918 pour voir la fin de la guerre, et enfin, j'en referai une autre au-delà du récit chronologique des combats pour s'intéresser un petit peu à l'aviation et la marine italienne pour la Première Guerre mondiale. Ce sont des choses dont on parle assez peu et qui, je pense, peuvent être utiles parce qu'on va voir que certaines choses ont été réussies très bien par les Italiens. Et c'est donc ce qui va nous employer. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Je vous remercie d'avoir été patient, c'est pas toujours simple. Et je sais que j'ai manqué à mes devoirs, entre guillemets, de chroniqueur. Mais nous allons essayer de reprendre un rythme plus soutenu. Et je vous retrouverai dès janvier, donc avec cette fameuse prise de Gorizia et la fin de l'année 1916 sur le front austro-italien. Voilà, je vous remercie. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt si vous voulez bien.